Nous sommes de retour sur le plateau du Média. Merci d'être restés avec nous et bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis donc, comme promis, en compagnie de Judy-Kaël Perrault, réalisatrice des 2 premiers épisodes, de la série documentaire Père sans repère, dont vous venez de voir les 2 premiers épisodes. Et c'est une production On Suzanne. Bonsoir Judy-Kaël. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à toi d'être venu sur ce plateau discuter avec nous du coup de ces 2 premiers épisodes de Père sans repère qui viennent d'être diffusés. Et alors, j'ai posé la question bête du journaliste de base. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te pencher sur un sujet comme celui-ci, et en l'occurrence la paternité ? Je dirais qu'il y a 2 raisons principales. La première, c'est que moi, je suis féministe issue de la génération post-MeToo, en gros. Dans ma tête, je pensais un peu naïvement que les questions de maternité, c'était les questions qui appartenaient à la génération précédente. Je me disais un petit peu, la pilule, l'avortement, maintenant on peut travailler. C'est un peu, maintenant, notre travail à nous, ça va être la lutte contre la culture du viol, contre les féminicides. En fait, je pense que je ne m'étais pas vraiment posé la question, mais dans ma tête, c'était un petit peu réglé par nos mères et nos grands-mères. Et en fait, en rejoignant On Suzanne, je me suis rendu compte, évidemment, que pas du tout. Il subsistait encore beaucoup d'inégalités dans les questions de parentalité entre les hommes et les femmes, puisque c'est comme ça que la plateforme On Suzanne est née, avec le documentaire Postpartum. On s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de questions à aborder et de tabous à faire sauter autour de ces questions-là. Et puis, on avait pas mal aussi de retours de nos spectateuristes qui disaient, à quand quelque chose qui s'intéresse au père. Et puis, bien sûr, en tant que féministe, les questions de masculinité, c'est des questions qui nous passionnent, puisque on sait très bien que la domination patriarcale, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants sont perpétrées en grande majorité par des hommes. Et donc, bien sûr, on écoute Les couilles sur la table de Victor Tuaillon, on lit Bell Hooks, on s'intéresse beaucoup à la masculinité, à comment faire pour que cette masculinité ne soit plus violente. Et là, l'idée, c'était de donner la parole aux hommes complètement, de manière exclusive, puisqu'on le faisait déjà dans nos documentaires, on s'intéressait toujours aux coparents, aux pères. Mais là, l'idée, c'était vraiment de leur donner la parole du début à la fin, pour qu'ils aient la place, l'espace aussi de s'approprier ces questions-là, d'y réfléchir. Parce que, même si on est féministe et qu'on est souvent... tous les jours confrontés à la violence des hommes, on a quand même toujours envie de faire société avec les hommes, on a toujours envie de faire famille avec les hommes. Et pour pouvoir y arriver, il faut impliquer les hommes dans ce débat-là, il faut les responsabiliser aussi. Et j'avais envie de montrer, et on avait envie avec On Suzanne de montrer que c'était possible, qu'il y avait plein d'hommes qui se posaient ces questions-là, qui faisaient le travail, en fait, qui avaient envie de s'impliquer, qui avaient envie d'être pères. Et ça, c'était aussi pour se donner un petit peu espoir, se rappeler que ça existe, que c'est possible. Alors, dans ces deux premiers épisodes, toujours, tu as un petit peu comme F. Simonet dans... Parce qu'on parle de On Suzanne dans Réinventer l'enfance, oui. Il a été diffusé il y a quelques semaines chez nous. Mais par d'autres angles, donc, celui de la paternité, remis en question les vieux schémas d'éducation et les violences éducatives ordinaires. Oui, c'est vrai. En fait, la famille, c'est vraiment le premier lieu de violence, et c'est aussi le premier lieu de la division des tâches genrées. Donc vraiment, on a le système, le schéma vraiment traditionnel du patriarche qui est soit absent parce qu'il est parti, soit absent parce qu'il est au travail la majorité de son temps, soit quand il est là, il est là pour la discipline, pour faire respecter l'ordre, soit violent, en fait, tout simplement. Et on a la mère... On part du schéma le plus ordinaire, si je puis dire, jusqu'au plus grave. Oui, c'est un spectre. Mais voilà, en tout cas, il y a déjà ce truc divisé entre... c'est très cliché, c'est très schématique, et peut-être que ça correspond aussi plus au père d'hier, au grand-père aussi. Mais donc le père qui est là pour la discipline et l'ordre, et la mère qui est là pour le quotidien, les tâches domestiques et les mots doux, les mots d'amour. Ce qui veut évidemment pas dire que les mères d'hier étaient des mères parfaites. Il y a aussi, bien sûr, de la violence du côté des mères. Mais en tout cas, c'était séparé comme ça, de manière très claire. Les hommes partaient au travail et ramenaient l'argent.
et faisait régner la discipline, et les mères s'occupaient du quotidien, s'occupaient de la maison, voilà, des tâches domestiques, et étaient là dans le soin aussi, dans ce travail émotionnel. Et donc là, pour parler des violences, effectivement, c'est un spectre. On part des violences éducatives ordinaires, qui sont des violences verbales, qui sont aussi... ça peut aussi être une absence de sécurité affective aussi. On peut délaisser ses enfants, ce qui est très violent. Et ça va jusqu'à, évidemment, le plus grave, qui est la violence physique. Mais voilà, donc il y a les violences psychologiques, les violences physiques. C'est pas tellement à l'ancienne, parce qu'on se rend compte au travers des récits que font les pères d'aujourd'hui, même si eux font cet effort d'essayer de réfléchir sur eux-mêmes, de faire leur introspection, même de suivre, de s'engager dans une thérapie pour essayer de changer ça et d'être des parents, des pères différents de ce qu'ils ont eu, on se rend compte que c'est très difficile. Eux-mêmes, ça reste la norme. Les schémas de vieilles... En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ça, mais il y a aussi en même temps la conscience, la prise de conscience que... en fait, c'est assez difficile. On a l'impression qu'ils ont du mal à évaluer eux-mêmes ce qui tient de simplement la reproduction d'une violence éducative ordinaire ou tout simplement d'être un être humain. Parce que c'est vrai que des fois aussi, il y a, c'est valable pour une femme comme pour un homme, que de toujours devoir être... auprès de son enfant, aux petits soins, et toujours dans l'ultra-bienveillance et calme. En fait, des fois, il y a des êtres humains, on rentre de travail, maman ou papa, il rentre de travail, il est fatigué, il va un petit peu perdre patience et crier un petit peu sur son enfant, ou des choses comme ça. Et la lisière, elle est un peu difficile à faire dans leur réflexion. Oui, bien sûr. Nous, c'était important pour nous dans le documentaire aussi de ne pas tomber dans l'injonction inverse qui serait de dire en fait, soyez parfait, vous n'avez pas le droit de craquer, vous devez être comme ci, vous devez être comme ça. On sait très bien que la parentalité, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Et donc, ils le disent, c'est les pères qu'on a interviewés qui ne sont pas parfaits, ils ont plein de doutes, ils parlent des erreurs qu'ils ont commises. Et en fait, ce qui transparaît dans le documentaire, c'est que c'est une déconstruction, en fait. C'est un cheminement qui ne se termine jamais vraiment, totalement. Mais c'est ce qui se passe quand on refuse de reproduire certains schémas qu'on a appris, qui ont été vraiment imprégnés dans nos cerveaux de manière très violente par tout autour de nous. En fait, c'est les constructions sociales, c'est qu'il y a un malaise, on sent qu'on n'est pas d'accord avec cette norme imposée et on se débat avec ça toute notre vie, en fait, en tant que parent, en tant que père, en tant que mère, en tant que femme, homme. C'est vraiment comment on réussit à se détacher de ces constructions sociales qui perdurent encore, hein. Ça reste encore la norme aujourd'hui. Oui, est-ce que même des constructions sociales, c'est un truc qui arrive à son terme? Parce que c'est finalement des constructions, c'est comme la construction sociale. Oui. En tant que concept sociologique, ça décrit un processus. C'est un processus. C'est pas un truc qui va avoir une histoire finie. Voilà. C'est la déconstruction. Après, et aussi d'ailleurs, on peut parler de reconstruction sociale, c'est-à-dire créer de nouvelles constructions sociales. Mais c'est ça, on voulait pas arriver un peu avec une posture morale. Et d'ailleurs, aucun des pères est comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Juste, ils expliquent. On fait ce qu'on peut. En fait, c'est l'acceptation. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est l'acceptation, et c'est l'acceptation aussi que ça va être un travail un peu long et un peu douloureux, mais que ça vaut le coup. Ouais. Et voilà. Non, mais en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que tu arrives à tirer de ces hommes des confidences quand même qui sont très franches. Oui. Très dures sur tout un tas de choses, sur leur vécu, sur leurs doutes, sur les efforts qu'ils font pour essayer de changer un peu ça. Comment tu as réussi là, c'est l'autre question. Comment tu as réussi pour tirer autant de choses, autant de matière des personnes que tu as interviewées pour ton film? Mais en fait, c'est eux qui, quand ils ont répondu à notre appel à témoignage et qu'ils ont accepté de participer au documentaire, c'est eux qui avaient envie de faire part de leur cheminement, de leurs interrogations, de leurs trouvailles aussi. À la réponse à l'appel à témoins, ils ont un petit peu pitché ils ont eux-mêmes pitché le truc, ou vous en avez fait, casté. on a échangé beaucoup aussi. Ça, c'est un peu la deuxième partie de la réponse, c'est qu'on a pris beaucoup de temps pour discuter. Mais en tout cas, je pense qu'ils avaient envie, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce documentaire-là, c'est qu'il y a peu d'espace pour les hommes, en fait, pour se confier, pour être vulnérables, pour aller vraiment loin dans les choses qui sont douloureuses. Ouais. Les femmes ont un peu plus l'habitude de le faire entre elles, en thérapie, en cercle de parole. Voilà, la libération de la parole
marche un petit peu mieux chez les femmes que chez les hommes. Et donc là, on sentait que, enfin, moi je l'ai senti dès les premiers contacts, c'est qu'ils avaient envie parce qu'ils sont déjà assez loin dans leur processus d'interrogation de ces schémas qui refusent de reproduire. Ils avaient envie d'en parler et de transmettre aux autres hommes, peut-être un peu à eux-mêmes d'il y a 10 ans, de transmettre ce qu'ils avaient compris. Et après, on a vraiment beaucoup, beaucoup parlé. Et je pense qu'il y avait un soulagement à exprimer les choses, à être vulnérable aussi. Moi, je trouve ça toujours très beau de pouvoir aller dans la vulnérabilité. Et tout le monde on est une équipe de tournage qui est engagée, militante, et tout le monde était ultra ému, ultra touché. Et du coup, je pense que les choses ont pu sortir. C'est des entretiens longs, d'1 heure, 1 heure et demie. Et voilà. Il n'y a pas eu des obstacles quand même pendant le tournage, parce que des fois, quand on est... moi, de ma position de journaliste, m'est déjà arrivé de caster des témoins, des gens qui ont l'air très à l'aise et voilà, parlent bien au téléphone, mais une fois que la caméra fait on, là, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des moments parfois même de crise, parce que des fois, raconter tout ça, ça fait remonter des choses. Est-ce que... Il n'y a pas eu de... Enfin, en fait, la seule difficulté, j'ai envie de dire, ça a été ma propre émotion. Parce que moi, je suis quelqu'un de très émotif et du coup, je leur dis. Et en fait, on crée cet espace dès le début où je leur dis, je suis désolée, il y a genre 100% de chances que je pleure si tu me parles de quelque chose qui est dur. Et du coup, je pense que cette vulnérabilité assumée leur permet aussi... Et déjà, je pense qu'ils avaient envie de s'exprimer. Et en fait, petit à petit, voilà, on était dans un studio très doux, très noir. Toute l'équipe était très attentive, très émue, très dans l'accueil. On a créé une safe place sur le... On a essayé, en tout cas, c'était un lieu qui est à la fois le tournage et une safe place où on peut raconter. C'était l'objectif. C'était vraiment l'objectif. Et ils sont plusieurs à m'avoir dit après, ça m'a fait vachement de bien. Et oui, c'est marrant parce qu'en ce moment, j'ai écrit une vidéo sur comment on écrit nos docus chez Anne-Suzanne. En fait, je me suis rendu compte que notre façon de faire était plus proche de... Enfin, en tout cas, on n'est pas vraiment journaliste. On est plutôt des meilleurs potes ou des psys quand on reçoit des témoignages qui peuvent être difficiles. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, évidemment. Moi, j'ai aucune compétence de psy, mais j'essaye d'accueillir ça avec la plus grande bienveillance, enfin autant que possible, et ça peut être très très fort, quoi. Moi je pleure tout le temps, hein. Mais en tout cas et puis en fait on ne peut pas, quand on a quelqu'un qui nous offre avec autant de générosité son histoire et sa vulnérabilité, on ne peut pas ne pas être empathique. Enfin, je vois pas comment... Non mais eux, en fait, sur la difficulté, je parlais plutôt de eux. Est-ce qu'il y a eu des moments où devant la caméra c'est devenu... À un moment donné, la voix s'est coupée, genre on n'arrivait plus à raconter, on trouvait plus les mots, voire même des traumas remontants. Est-ce que... Alors, je pense qu'ils avaient... Certains ont eu envie d'abandonner, par exemple, ou choses comme ça. Non, je pense que ça leur a... Enfin, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'était plutôt un soulagement et que ça leur a fait du bien de faire ça, d'en parler. Déjà, personne ne les a forcés à venir témoigner. Donc, en fait, c'est vraiment une démarche active de leur part. Et il y a eu des moments d'émotion très forts qu'on a laissés dans la série ou pas. Il y en a eu plusieurs. Mais en tout cas, oui, c'est le côté safe place. Encore une fois, on a fait des pauses. Hein. On a fait des pauses, on a continué à parler. Nous, on se livre aussi, l'équipe. On parle aussi de nous. Enfin, c'est vraiment une conversation... c'est thérapeutique pour tout le monde. En tout cas, j'espère. Et c'est comme ça qu'on essaye de travailler avec Anne-Suzanne. D'accord, oui, non, parce que c'est vrai que quand on voit le rendu final, qu'on regarde les 5 épisodes en entier et qu'on écoute très attentivement ce qu'ils disent, c'est vrai qu'ils parlent. Bon, des fois, il y a des larmes, effectivement, il y a des moments plus... Et c'est très courageux de on sent venir que parfois, témoigner. Il y a des choses qui sont plus dures à dire que d'autres. Mais ils le disent, quoi, et ils ont l'air assez lucides sur le parcours long et difficile qu'ils ont fait et qu'il leur reste à faire. Mais Benoît le dit aussi à un moment donné, c'est que ses amis hommes lui ont demandé pourquoi il participait au documentaire, ils ne comprenaient pas. Et il leur a dit, mais en fait, tous les hommes et tous les pères n'ont pas la chance d'avoir des amis avec qui ils peuvent parler de ces choses-là. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate souvent.
cette impossibilité de se confier sur des sujets compliqués entre hommes. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. C'est pour ça qu'il a voulu participer au documentaire, pour pouvoir donner cette occasion à d'autres hommes qui n'ont pas cette chance de réfléchir à ces questions-là. Ouais. Mais on parle beaucoup là du passé des parents et des parents, enfin des néo-pères en tant que pères. Mais il y a un moment très intéressant que tu mets en scène dans le film, dans le 2e épisode, si je me rappelle bien, c'est le moment de la grossesse. Alors ça, c'est dans le 3e épisode. Ah. Oui, c'est le 3e épisode. Comme ça, on tease la semaine prochaine. Oui, en fait, cette question de trouver sa place de père. Et effectivement, en fait, c'est pour ça qu'ils ont voulu beaucoup, pour la plupart, témoigner. C'est pour montrer un peu l'exemple, en fait. Montrer que c'est possible de trouver sa place, même si on ne porte pas l'enfant, même si on n'est pas la mère, même si la société veut vous remettre à votre place, pour citer Boléwa dans le documentaire. C'est que, en fait, c'est possible de trouver sa place. Il faut juste être là, il faut juste être présent. Et c'est possible de le faire dès la grossesse, ouais. Mais justement, en fait, est-ce qu'au final, j'ai envie de te poser une question comme ça un petit peu pour finir l'entretien de cette première soirée. Est-ce qu'il y a un message quand même que tu veux essayer que tu essayes de faire optimiste, dans le sens où ce que tu voulais montrer que par exemple la misogynie, le sexisme, c'est pas une fatalité. Les hommes qui ont eux-mêmes ce comportement ou qui ont eu ce comportement peuvent en prendre conscience et s'améliorer. Oui, complètement. Ouais, complètement. C'est un peu ce que j'ai voulu dire au début. Je crois que sur la question de l'espoir, quand on est militant, en fait, on passe. On oscille en permanence entre mon Dieu, mais où va le monde, et mais si entre la colère et l'espoir, on gagne des batailles culturelles quand même, voilà tel exemple. Et là, j'étais vraiment sur le côté espoir il y a plein d'hommes qui s'investissent et on va vers une société plus juste. Et oui, bon, ça c'est un peu le cliché de les enfants c'est l'avenir, mais en gros, si on les éduque bien et dès le début, il y aura moins de choses à déconstruire plus tard. Et en fait, moi, j'ai trop hâte de voir quels hommes ça va donner. C'est les petits, là, qui sont en train d'être éduqués par des pères qui se posent ces questions-là. Donc, c'est ça le message d'espoir. Et aussi, le côté, peut-être on s'en saisit tous et toutes de manière collective. À la fin de l'épisode 2, on parle des questions de racisme. En fait, c'est des sujets politiques. C'est pas des sujets qui sont à traiter de manière individuelle au sein de la famille, où chaque père, chaque mère va devoir se débattre avec ces questions-là, sans avoir été formé, sans s'y attendre avec son enfant dans une période de chamboulement en plus identitaire quand on devient parent, mais plutôt un truc global, sociétal de venez, on se saisit tous et toutes de ces questions-là. Ouais. Ok, merci Judicaël pour cette première soirée de la diffusion de la série Père sans repère. Peut-être, donc la semaine prochaine, on va diffuser les épisodes 3, 4 et 5. Peut-être que tu veux teaser chacun des 3 épisodes en un petit mot rapide comme ça. Ouais. Bon, maintenant, on sait que l'épisode 3, ça va être sur l'accompagnement de la grossesse. L'épisode 3, c'est vraiment l'épisode social politique. Donc, il y a la question de la place au moment de la grossesse, au postpartum et dans la petite enfance. Donc, on va parler de congé parental, d'égalité. C'est vraiment permis de reconstruire. Une fois qu'on a dit qu'on voulait plus de ce schéma traditionnel genré, violent, qu'est-ce qu'on propose en fait ? Quels sont les axes d'amélioration ? Réparer, c'est vraiment le côté émotionnel, thérapie, comment on se débat. Ça, c'est l'épisode 4. Épisode 4, avec ses propres traumas qui ressurgissent au moment où on devient parent. Et comment on apprend à son enfant à gérer ses émotions quand soi-même, on est en train de se rendre compte que ça fait 30 ans qu'on galère avec ses propres émotions. Donc, c'est gros sujet et c'est très, très touchant la façon dont ils en parlent. Et l'épisode 5, c'est les darons de demain. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir avec une éducation non genrée, un papa trans qui va peut-être porter son enfant dans son ventre. Qui seront les darons de demain ? Ok, écoutez, soyez au moins aussi nombreux, sinon beaucoup plus nombreux que cette semaine à regarder derrière les docs, donc pour les épisodes 3, 4 et 5 de Père sans repère. Donc du coup, je te dis à la semaine prochaine, Judicaël.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Derrière les Docs. N'oubliez pas que le média est ce type d'émission qui met en lumière le cinéma documentaire engagé et indépendant n'existerait tout simplement pas sans vous. Chaque don, chaque abonnement, chaque partage ou like est primordial. Alors n'hésitez pas, faites un don, abonnez-vous à partir de 5 € par mois. Il n'y a que de cette manière que l'on pourra se développer et être pérenne. Merci encore pour votre attention et votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis donc à dimanche prochain.